Je suis à la Cité de la musique de Paris et aujourd'hui je vous emmène visiter une des plus belles collections du monde. Suivez-moi. Donc on commence avec le premier étage de ce musée, donc on est au XVIIe siècle. Ici il y a beaucoup d'instruments qui sont très anciens, qui ont été magnifiquement préservés par ce musée. On a un violoncelle et une viole de gamme juste à côté. C'est intéressant pour se rendre compte vraiment des différences des deux instruments. Donc déjà on voit que même si ils ont l'air à peu près pareils, il y a vraiment des grosses différences dans la construction, même dans la facture de l'instrument. Et c'est pas la même famille, hein. C'est vraiment aussi différent qu'une flûte et un hautbois en réalité. Même si au niveau du son, de la tessiture, du fait que ce soit un instrument qui se tient entre les jambes avec un archet. Déjà on voit que le violoncelle il a 4 cordes, là on en a 7 ou 6. La viole de gambe a des frettes, pas le violoncelle, donc c'est un instrument qui est finalement à mi-chemin entre le violoncelle et la guitare plutôt. Et la petite anecdote, c'est que on pense toujours que dans la famille des violons qu'on connaît avec violon, alto, violoncelle, contrebasse, c'est la même famille. Eh bien non, la contrebasse fait partie de la famille des violes de gamme. Et donc si vous regardez les contrebasses dans un orchestre, vous verrez les épaules qui ne sont pas bombées comme ça, mais qui sont un petit peu affaissées, comme la viole de gamme. Et c'est parce que la contrebasse fait partie de la famille des violes de gamme. Il y a maintenant des violes de gamme qu'on appelle les violes de consort à 6 cordes, où on joue vraiment le répertoire du XVIIe et le répertoire du XVIIIe avec Marais, Rameau, Couperin, ça se joue plutôt avec la viole à 7 cordes. Voilà. Le violoncelle, pour le coup, a toujours eu 4 cordes depuis le début. C'est un instrument qui a vraiment gardé sa stabilité. La seule exception, c'est le violoncelle piccolo qui a 5 cordes, on va peut-être en voir un tout à l'heure, et qui permet de jouer du coup un mi au-dessus du la, une corde au-dessus. La grande différence aussi entre la viole et le violoncelle, c'est l'ornementation, enfin la décoration de l'instrument lui-même. Comme vous voyez, le violoncelle, ça reste quand même une pièce simple, avec la tête, c'est une volute, alors que la viole de gamme, on voit qu'il y a une belle tête qui est sculptée, les chevilles sont ornées, on voit sur le côté des éclisses, il y a plein de décorations, souvent il y a des décorations aussi sur la table, sur le dos, c'est vraiment, ça peut être très délicatement décoré. Et ça tient vraiment au rôle que l'instrument avait dans la société. En fait, le violoncelle, à la base, c'est un instrument de rue. On appelle ça de rue, c'est-à-dire que c'est les musiciens professionnels qui en jouaient. Et à l'époque, le terme est plutôt péjoratif, parce que ça veut dire que la personne doit travailler pour gagner sa vie. Alors que les amateurs, le mot amateur a une connotation qui est beaucoup plus noble. C'est des personnes qui n'ont pas besoin de travailler pour gagner leur vie, et donc ils peuvent jouer pour leur plaisir. Le violoncelle, c'est vraiment un instrument de professionnel qui est joué dans la rue, alors que la viole de gamme, on va la retrouver dans les salons, à la cour, pour jouer dans des petites salles, la musique de chambre, où vraiment les gens jouent en petit comité. Quand on joue du consort de viole, on peut se retrouver en rond, en cercle. On ne va pas forcément s'installer pour jouer devant un public, c'est vraiment pour jouer entre soi. Le répertoire aussi est très différent et montre bien que le violoncelle tout de suite va projeter beaucoup plus, va avoir rapidement un rôle plus soliste et va avoir cette virtuosité qui est très italienne, et donc en France on va considérer un petit peu ça comme presque vulgaire en fait, parce que c'est se montrer, c'est jouer fort et se faire remarquer à l'italienne, alors que la viole va être considérée comme un instrument beaucoup plus délicat, de court, donc elle projette beaucoup moins. On n'est pas sur un répertoire qui est extrêmement virtuose, et c'est d'ailleurs pour ça que par le goût du public, c'est le violoncelle qui a vraiment survécu, et la viole a été complètement écrasée autour de la Révolution française parce que c'était le symbole de l'aristocratie. Et le violoncelle, lui, a percé et monté sur les scènes, et aujourd'hui on a des concertos avec un violoncelle et 80 musiciens derrière, et le violoncelle passe, alors qu'un concerto pour viole de gamme, il y en a 3 ou 4, et ça reste quand même très difficile de passer. L'instrument n'est pas fait pour ça. Donc voilà, c'est vraiment deux symboles très différents de deux cultures. Ténor de viole, donc la viole de gamme vient, il y en a plusieurs dans la même famille. On a le dessus, l'alto, on a même le par-dessus qui est tout petit. Donc là, il n'y en a pas. Le dessus, donc alto, ténor, basse, basse, basse.
Alors ça, c'est une viole d'amour, donc c'est encore autre chose. Ça s'appelle une viole, mais ça se tient comme un violon en fait. Ça ressemble un petit peu à l'alto au niveau de la tessiture. On a quelque chose qui est un petit peu plus grave que le violon. Et là, donc on a les viols de gamme dont je vous parlais à l'instant, qu'on n'avait pas encore vu, avec le par-dessus de viol, donc qui est tout petit. On dirait un petit violon, mais en fait, si on regarde un petit peu de côté, les éclisses sont beaucoup plus épaisses qu'un violon. Je veux dire 3 fois plus épaisses qu'un violon. C'est pas du tout la même, c'est pas la même famille, voilà. Donc ici, on est à l'étage 18e. C'est un Castagnieri, Paris 1740. Alors celle-ci, elle est vraiment très décorée. Waouh! Regardez ça. C'est vraiment magnifique. Alors basse de viol, mais attends, celle-ci, elle a plus que 7 cordes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cordes. Alors c'est vrai, je savais que ça existait. Et là, on a à nouveau les deux instruments de la famille des viols et des violons côte à côte, mais là, version violon et dessus de viol. Et on voit vraiment que c'est complètement différent. Alors les instruments ont quasiment la même taille, ils ont presque la même tessiture. En fait, le violon va quand même beaucoup plus haut que le dessus de viol parce que c'est beaucoup plus difficile d'aller dans les aigus. Avec le dessus de viol, c'est beaucoup moins évident que le violon pour monter dans les positions. Et surtout, ça ne se tient pas du tout de la même manière, parce que le violon va se tenir en haut, alors que le dessus de viol va se tenir entre les jambes, exactement comme une viole de gambe. Sauf qu'évidemment, on va être un petit peu restreint, quoi. On ne va pas avoir un geste très ample, parce que c'est un petit instrument, mais on va vraiment le tenir entre les deux genoux. Alors on parlait de décoration sur les viols de gamme tout à l'heure, mais alors quand on regarde les clavecins, là c'est un niveau au-dessus. Parfois il y a c'est des peintres qui peuvent être très connus, qui peignent ce côté du clavecin qu'on voit que quand on l'ouvre, donc du coup pour les concerts, qui est vu par le public. Parfois c'est ces œuvres d'art comme ici qui sont magnifiques. Donc là, on a un tableau de Jean-Louis Duport et ça montre aussi l'évolution de la technique au violoncelle parce que regardez où est-ce qu'il joue. Il joue vraiment dans les aigus avec la position du pouce. Donc on montre avec ce genre d'iconographie aussi l'évolution du jeu du violoncelle. On voit qu'il joue donc très bas, c'est-à-dire très aigu, mais la touche, elle est encore très éloignée du chevalet. Si vous voyez la différence avec le violoncelle qui est ici, la touche est beaucoup plus proche du chevalet. Là, on peut vraiment aller dans les aigus. Là, il manque 4-5 cm parce qu'en fait, les violoncelles baroques avaient une touche plus courte parce qu'on n'avait pas besoin d'aller très haut en fait. Donc c'était pas la peine d'avoir une touche qui allait jusqu'à même pas 10 cm ou 12 cm du chevalet. Donc là on a ça dans cette iconographie et pas dans le violoncelle. Et d'ailleurs on le voit aussi sur, vous voyez la différence entre les deux violons là. Celui-là, la touche est plutôt proche du chevalet, comme un violon moderne, et celui-là, elle est beaucoup plus éloignée, principalement parce qu'on n'avait pas besoin d'aller aussi haut. C'est cette semi-pénombre que j'adore, qui est vraiment propice en plus à la conservation des instruments. Et c'est très apaisant. On est quand même en plein Paris et on se retrouve ici dans une petite bulle d'évasion avec tous ces instruments qui sont tellement bien préservés. C'est vraiment une visite qui est incontournable si vous visitez Paris ou si vous avez juste envie de vous cultiver un petit peu. Tac. Donc ici, on est à l'étage du 19e siècle avec beaucoup de violons, de violoncelles, des Stradivarius. Ici, il y a un Guarneri qui sont vraiment dans un état mais unique de préservation. C'est vraiment exceptionnel. Et si vous regardez le grain de ce bois, moi je trouve ça mais magnifique. C'est vraiment l'âge du bois qui parle. C'est complètement inimitable en fait. C'est un vernis qui, avec les siècles, va prendre ce caractère, va avoir cette texture. Il y a aussi les aléas de la vie qui fait qu'il va y avoir des réparations. Tout ça, c'est vraiment la vie de l'instrument et ça donne des instruments qui deviennent magnifiques. Et tous ces instruments qu'on est en train de voir, à mon avis, ça atteint des valeurs mais qui peuvent être complètement démentielles, des millions, je pense. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quoi correspond cette valeur parce qu'on a le côté ancien, rareté, et on a aussi le côté cote, est-ce que c'est signé, tel luthier, est-ce que l'instrument est entièrement fait de pièces d'époque ou est-ce qu'elle a été restaurée, dans quel état il est qu'il y a des pièces qui ont été rajoutées.
Ah, ça c'est intéressant. Alors attends, mais qu'est-ce que c'est? Violoncelle, ok, Indonésie. En Indonésie, le violoncelle est notamment joué dans le cadre du krongkang. C'est quasi, on dirait un jouet, la manière dont c'est fait. C'est très étrange. Là, c'est vraiment des instruments. Là, on a des instruments complètement atypiques là. Madagascar, Roumanie, Mexique, Madagascar encore, Corrèze, France, Los Angeles, Pérou et Michigan, États-Unis. Ah, des métronomes. Ok, donc ça c'est les anciens métronomes. Alors on en a probablement avec la pierre ponce pour faire tourner, pour faire bouger. Et là c'est carrément sous forme de pendule. J'avais jamais vu ce genre-là. Ah, c'est génial ça. C'est une salle de gym pour doigts. Ça permet de faire un programme complet d'exercices pour la main, pour la souplesse, la musculation des doigts. Donc on peut aussi appeler ça la salle de torture, on peut, comme vous voulez. Mais, et là aussi, en haut, on a pour les 5 doigts, pour pouvoir travailler sa musculature des doigts. Donc voilà. Et là, ça doit être pour l'écartement ici. Et puis là, on a ce qui ressemble aux touches d'un piano, pour peut-être travailler les écartements. Il y a bien, ouais, c'est ça, il y a 10 touches. Là, on peut contrôler l'angle de manière à travailler l'ouverture des doigts. Non, mais c'est complètement fou. Et là, assouplisseur de doigts, destiné à renforcer l'annulaire. Et c'est ce truc-là, c'est à cause de ce truc-là que Robert Schumann a perdu un doigt à la fin de sa carrière. Ça a mis fin à sa carrière d'ailleurs. Donc c'était vraiment des appareils de torture. Hein. Ça, faut pas faire ça à la maison. Hein. Et je vous parlais tout à l'heure du fait que la contrebasse ne fait pas partie de la même famille que le violoncelle, même si dans l'orchestre on voit violon, alto, violoncelle, contrebasse. Et là on les voit côte à côte et on voit bien la différence, la forme de la table est différente avec les épaules qui sont beaucoup plus affaissées pour la contrebasse, alors que c'est bombé sur le violoncelle. Et là, si vous voyez l'épaisseur des cordes de la contrebasse, elles sont vraiment énormes. Surtout les 3 premières, parce qu'elles sont en boyau. La 4e semble être en métal ou en cuivre. Donc forcément, si elle est en métal, elle peut être plus fine tout en gardant sa densité, sa pression. Mais quand elles sont en boyau, elles sont de plus en plus grosses. Mais alors, c'est pas ça le plus gros, parce que là, nous attend la petite surprise de la fin de visite, qui est quand même une des pièces vraiment iconiques de ce musée, avec, je pense, les cordes les plus grosses qu'on ait pu voir, c'est l'octobasse. Comme vous voyez, on est dans une certaine démesure. Là, pour le coup, les cordes, elles doivent faire 1 cm de diamètre. Et alors, ça se joue assis sur un tabouret à côté, avec un archet, il n'y a que 3 cordes. Et on ne peut pas appuyer les doigts directement sur les cordes, hein, c'est complètement impossible. Donc, on appuie sur les touches qui appuient sur les cordes, un système métallique qui appuie directement les notes sur les cordes. C'est un instrument qui est quasiment injouable. Et même quand on l'entend, on a du mal à croire que c'est vraiment un son. En fait, c'est plus un bruit. Voilà. Regardez le cordier et la manière dont on doit accorder les cordes. Et alors la taille du chevalet, mais alors c'est dingue. Alors au niveau du pied, là, on est sur 3 cm, c'est dingue. Voilà, on a fini la visite du musée. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et que ça vous a donné envie de venir pour découvrir vous-même ce musée de la musique à Paris. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao à tous. Et alors ça, c'est un thérémine. Attends, j'essaye de jouer un truc. T'as reconnu? Au clair de la lune? Non? Ah. Bon, allez, je vais retourner travailler mon violoncelle.